Alors, nous reprenons. Alors, c'est encore nous. Mais nous allons vous parler d'autre chose. Et donc, nous allons vous parler à présent d'une recherche récente dont nous venons à peine d'avoir les derniers résultats. Et bien sûr, comme elle porte sur la lecture littéraire, il était logique de vous la présenter. Vous êtes en primeur, là, pour avoir en tout cas certains aspects, puisqu'on a fait un choix, les résultats de cette recherche. Donc c'est bon pour la régie, pour nous on commence. Il paraît qu'il fallait vous dire ça. Voilà. Alors nous y allons. L'organisation de notre propos s'effectuera en 4 points et on va particulièrement insister sur nos résultats, bien entendu. Hein. Donc les points 2, 3 et 4. Et je vais commencer par un peu contextualiser la chose. Nous vous parlons d'une recherche internationale qui a occupé 4 pays, des chercheurs de 4 pays, et qui a porté sur l'analyse des compétences mobilisées par 1787 élèves sur la lecture de textes littéraires. Et nous avons travaillé avec des élèves de 9, 12 et 15 ans, c'est-à-dire des élèves de CM1, 5e et 2e pour la France, et sur les pratiques de leurs enseignants. Et nous avons travaillé à partir d'une même nouvelle, la nouvelle « J'ai soif d'innocence » de Romain Gary. Alors cette nouvelle, elle met en scène un narrateur interne qui, dégoûté du mercantilisme de notre société moderne, quitte son pays en quête d'un mode de vie plus altruiste. Il arrive sur une petite île des Marquises où il croit avoir trouvé une société idéale et il rencontre Tara Tonga, une femme généreuse et soucieuse avec laquelle il se lie d'amitié. Mais il découvre ce qu'il croit être des toiles de Gauguin. Et là, son appétit du gain se réveille et il propose à Tara Tonga de lui laisser ses économies et il décide de partir avec les toiles qu'elle lui donne. Et c'est sur le chemin du retour qu'un hôtelier le détrompe. Tara Tonga peint des imitations de Gauguin de manière très talentueuse et le voilà avec ses rêves de richesse et ses illusions envolées. Et ainsi se termine ce récit à chute, vous l'avez compris. Alors à partir de ce récit, nous posons 3 questions de recherche. La première concerne les élèves et nous nous demandons comment les compétences des élèves progressent au fil des 3 paliers de la scolarité que nous suivons. Donc vous comprenez que nous traversons le 1er degré, le collège et le lycée. Hein. Puis, nous nous demandons comment les enseignants enseignent le même texte et quelles opérations de lecture en particulier ils mobilisent. Et nous essayons de mettre en relation ce que savent faire les élèves avec ce que leur proposent leurs enseignants. Alors, ceci s'effectue en 2 temps. Un premier temps où nous demandons aux élèves de répondre à 3 questions avec beaucoup d'espace pour leur permettre de répondre. Les 3 questions, vous les voyez. Et elles mobilisent l'une la compréhension, l'autre l'appréciation et la troisième plutôt l'interprétation. Et puis, sans qu'ils aient connaissance du travail produit par les élèves, les enseignants, eux, ont préparé leur séance sur le même texte et ils présentent leurs leçons. Nous captons donc à la fois les résultats des questionnaires et les verbatims des séances. Et nous avons donc au total 69 classes, 1787 élèves qui se sont livrés à cette recherche. Et nous allons ensuite traiter les données. Alors nous les traitons pour les élèves sous la forme de la grille que vous voyez ci-dessous. Nous avons identifié 17 items qui permettent de restituer la compréhension de la nouvelle, 4 items qui permettent de restituer les différents types d'appréciation mobilisés par les élèves et un certain nombre d'items, dont 6 que nous retenons comme valables, qui permettent de restituer les pistes interprétatives possibles pour finalement proposer une interprétation de cette nouvelle. Pour le volet enseignant, nous transcrivons donc à partir des 69 leçons le temps que les enseignants consacrent à un certain nombre de choses. Et notamment, nous allons travailler sur les opérations de lecture et donc nous quantifions le temps que les enseignants consacrent à chacune de ces opérations de lecture. Et nous faisons de même pour d'autres focales que nous n'allons pas présenter aujourd'hui. Et puis, nous mettons en relation les résultats obtenus du côté des élèves avec les résultats obtenus du côté des enseignants et nous le faisons de 2 manières. D'une part sur un plan général et d'autre part en distinguant ce qui se passe avec les élèves qui ont été les moins performants
dans leurs résultats en compétences de lecture et ce qui se passe avec les élèves qui ont été les plus performants, pour voir si eh bien, les pratiques des enseignants se différencient selon les compétences mobilisées par les élèves. Alors, allons-y, nous sommes donc dans les résultats et je commence par vous parler des élèves et puis Jean-Louis poursuivra pour la suite. Ce que nous disent nos résultats, c'est d'une part que les élèves, alors on pouvait s'y attendre, progressent dans les 3 opérations, la compréhension, l'appréciation et l'interprétation, au fil des paliers, hein, les bandes bleues pour les plus jeunes, les bandes vertes pour les élèves de lycée, hein, les élèves de seconde. Et donc on voit bien que chacun des graphiques progresse, et ça c'est évidemment quelque chose qui était attendu. Ce qui était moins attendu, c'est un petit peu le découpage de ces résultats si on va un petit peu plus loin. Ici, vous avez un graphique qui présente l'ensemble des items de compréhension. Et donc, on l'a dit, ces items, ils étaient au nombre de 17 au total. Et là, vous voyez répartis selon si les élèves ont trouvé moins d'items ou plus d'items. Bien naturellement, les barres où il y a le plus d'items concernent plutôt les élèves de seconde, mais en même temps, on peut s'étonner ou en tout cas constater que 30% des élèves de seconde, hein, c'est la flèche jaune de gauche, finalement trouvent moins d'items que 30% des élèves de 5e. Et que 10% des élèves de CM1. Autrement dit, hein, même très jeunes, on a des élèves qui parviennent à restituer un nombre très important d'items. C'est 5% de CM1. 5% de CM1. Si on va du côté de l'enquête plus qualitative sur le type d'item qui est le plus reconnu, d'abord ce que l'on repère, c'est que les premiers items, vous voyez, c'est ceux où on a le plus de bâtons élevés, quelle que soit la couleur, hein. Ça signifie que les élèves identifient plus facilement les premiers items d'une nouvelle et que sans doute le phénomène de fatigue ou de non-persistance amène à ce que les derniers soient les moins identifiés. Et ce que l'on a dans la courbe jaune, c'est l'item qui est le plus différencié, que vous voyez ici sous une autre forme. C'est l'item où il y a le plus d'écart entre les niveaux les plus bas, enfin les élèves les plus jeunes et les élèves les plus grands. C'est l'item qui est l'item de bascule où la tromperie se révèle. Et celui-là, il est placé à la fin. Et puis, il est évidemment complexe parce qu'il faut avoir compris tout le reste pour bien cerner celui-ci. Vous voyez qu'il est très différenciateur, hein, des résultats. Si on regarde les choses sur le plan qualitatif, les 2 items qui sont les mieux identifiés sont d'une part l'item relation entre le protagoniste et Taratonga, qui est identifié par le plus grand nombre d'élèves, quel que soit leur niveau. Et il nous semble là qu'il y a une clé finalement très utile et très précieuse pour les enseignants de compréhension, d'accès au sens du récit via les personnages. Et l'autre item qui est le mieux réussi, c'est l'item qui permet de repérer l'élément déclencheur de l'action, qui est très bien reconnu par les élèves, quel que soit leur niveau. Et là, il nous semble qu'il y a un effet d'attention, finalement, au séquençage narratif du texte, hein, que ce soit par le biais du schéma narratif ou un autre outil. Mais en tout cas, on voit bien que c'est quelque chose que savent repérer les élèves. Les difficultés maintenant, eh bien, ce que l'on repère, c'est d'abord qu'elles sont communes aux 3 niveaux. Ce que ne perçoivent pas tous les élèves qui n'arrivent pas à restituer la compréhension, c'est d'une part des liens entre les actions qui sont mal faits, la perception des éléments secondaires du récit, mais qui rendent compte de la complexité du personnage, et de ce fait-là, les élèves n'accèdent pas à cette complexité. Des productions très brèves qui portent souvent uniquement sur le début de l'histoire, ou encore des tendances à copier le texte ou à être totalement fantaisiste à partir d'un indice, d'inventer quelque part une autre histoire. Et puis ensuite, on a des singularités selon les niveaux, hein, notamment le fait qu'au niveau 4, on a peu d'items restitués et même pas souvent une trame narrative complète. Si l'on regarde maintenant du côté de l'opération d'appréciation, là, ce qui nous frappe, c'est le très fort taux d'absence d'appréciation ou d'appréciation non valide, comme si les élèves n'étaient pas outillés finalement pour interpréter, ce quel que soit l'âge. La majorité des élèves ne mobilisent qu'un seul critère d'appréciation. Et ce que vous voyez dans les 2 graphiques, le 2e et le 3e, c'est qu'ils ne mobilisent pas le même critère d'appréciation selon leur âge.
Majoritairement, les élèves les plus jeunes mobilisent le critère cognitif, souvent pour dire qu'ils n'ont pas aimé le texte parce qu'ils ne l'ont pas compris. Et ce critère décroît au fil du temps, hein, les élèves ayant une compréhension plus importante, et c'est les critères esthétiques et éthiques qui deviennent de plus en plus dominants, signe que finalement les élèves se tournent vers d'autres aspects d'appréciation. Les difficultés appréciatives, vous avez des exemples en haut, selon nous, elles correspondent à un certain nombre de problèmes. Le premier problème, qui est interpellant pour nous, c'est celui de l'ignorance de catégories permettant d'apprécier, ou de discours, de mots, tout simplement, permettant d'exprimer des jugements de valeur. Il nous semble là qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et puis, ce que l'on observe également, c'est que les difficultés sont liées souvent sont reliées souvent au manque de goût. C'est parce qu'on n'aime pas qu'on n'arrive pas à apprécier un jugement, et que donc il y a vraiment un facteur goût, adhésion au texte, qui joue dans l'efficacité appréciative. Ce que l'on observe maintenant du côté de l'interprétation, c'est à nouveau et encore plus fortement le fait qu'on a un très très fort taux de non-réponse ou d'interprétation erronée, taux qui bien sûr diminue selon les différents paliers, mais qui nous amène à dire que vraiment avec des élèves les plus jeunes, l'interprétation est un enjeu très fort. Seul au niveau des élèves de 9 ans, la critique du matérialisme est perçue, et globalement on peut dire que les élèves semblent ne pas être habitués à développer plusieurs interprétations du texte. Généralement on a un peu l'impression qu'ils cherchent à donner la bonne réponse, et pour eux il n'y a qu'une réponse à donner, ce qui nous semble vraiment problématique. L'item qui est le plus difficile à percevoir pour nos élèves, c'est l'item arroseur-arrosé, l'effet de chute, que je vous ai exposé tout à l'heure, et qui est inaccessible aux plus jeunes et vraiment encore difficile avec les élèves les plus âgés. Les difficultés d'interprétation, pour nous, elles portent sur 3 problèmes qui nous semblent être des objets peut-être de travail. Le premier, c'est de dégager des sens seconds au texte, et donc de cerner ces seuils interprétatifs qui permettent d'évoquer plusieurs pistes et de percevoir les intentions, notamment des personnages. Le deuxième, c'est ce qui consiste à manier l'abstraction et peut-être à être capable, après la lecture, de dégager la leçon générale du texte. Et le troisième consiste à apporter, à enrichir la lecture du seul texte de ses savoirs, de sa culture, pour donner du sens au sens. Enfin, dernier élément, qui nous semble lui aussi très important, celui de phénomène de lien entre les différentes opérations. En fait, ce que l'on repère, c'est que avec les faibles compreneurs, les appréciations sont moins présentes et moins pertinentes. Et au contraire, évidemment, c'est l'inverse avec les forts compreneurs. Donc, il y a un lien entre la compréhension et l'appréciation. Et de même, il y a un lien entre la compréhension et l'interprétation. Les élèves qui comprennent le mieux sont aussi ceux qui interprètent le mieux, avec une nuance, c'est que certains bons compreneurs, même s'ils comprennent bien, ne parviennent tout de même pas ni à apprécier, ni à interpréter, ce qui là encore nous questionne. Alors, je prends le relais pour vous parler maintenant des pratiques des enseignants. Donc, les fameux verbatim des séances que nous avons filmées, et nous avons essayé de quantifier la place qui était accordée aux différentes pratiques. Donc nous allons nous focaliser uniquement pour les quelques minutes qui viennent sur la manière dont les enseignants s'intéressent aux opérations de lecture, dans la compréhension, l'appréciation, l'interprétation. Pour rappel, on ne va pas vous parler des autres focales qui ont pourtant mobilisé beaucoup d'énergie dans notre recherche, mais ça, ce sera pour la fois prochaine, si vous voulez. Et donc, voici d'abord un tableau d'ensemble sur le temps que les enseignants accordent à ces 3 opérations, auxquelles nous avons ajouté une 4e, qui est le temps consacré aux apports culturels, qui nous a semblé assez prégnante dans les séances et méritant un peu d'intérêt. Qu'est-ce qu'on constate? On constate, c'est assez logique, que les enseignants passent plus de temps sur la compréhension avec les plus jeunes
Et à mesure que les élèves grandissent, ils passent de plus en plus de temps sur l'interprétation, c'est ce qu'incarnent les deux premières parties du tableau. En revanche, vous voyez que pour l'appréciation et l'apport culturel, ça n'occupe pas une place très importante dans les leçons, ça veut dire à moins de 10% du temps des leçons, quelques minutes tout au plus, et que ça progresse peu d'un niveau scolaire à l'autre. On pourrait penser que les élèves plus âgés vont être plus capables de développer un point de vue appréciatif, en tout cas, les enseignants ne le stimulent pas. Et en ce qui concerne l'apport culturel, c'est assez étonnant. On voit qu'il y a à peu près autant de temps consacré à cela avec les plus jeunes, donc le niveau 4, les élèves de 9 ans, qu'avec les plus âgés, ceux qui ont 15 ans, et finalement un peu moins par contre avec ceux qui ont 12 ans. Et le temps autre, celui qui n'est pas consacré par les enseignants à un travail sur les opérations de lecture, donc sur des intermèdes, sur des considérations périphériques, il est assez considérable, il occupe pratiquement un quart du temps dans les 3 niveaux scolaires. Je ne vais peut-être pas développer ceci qui a déjà été détaillé dans la diapo précédente. Et venons-en à des commentaires qualitatifs. On voit qu'il y a une porosité et un entrelacement important du travail sur les opérations par les enseignants. Surtout pour l'appréciation qui est presque toujours mêlée à une autre opération. Donc quand un enseignant dit par exemple « Qu'est-ce que vous pensez de ce texte ?» Ce « Qu'est-ce que vous pensez ?» il sert à la fois à stimuler un travail de compréhension, d'interprétation et d'appréciation. Enfin, je ne dis pas qu'il sert à cela. En tout cas, c'est à cela qu'il finit par servir, même si l'enseignant n'a pas forcément une volonté claire lorsqu'il pose la question « À quoi pensez-vous ou que pensez-vous de ce texte ?» En tout cas, on voit qu'il y a un entremêlement. L'interprétation, par ailleurs, est généralement suscitée par une question, une consigne de l'enseignant qui est assortie d'une sorte de réticence. L'enseignant dit « Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin ?» Donc, l'interprétation, c'est souvent le questionnement de l'au-delà de l'apparence du sens évident. Et en tout cas, l'enseignant le manifeste assez fortement. Alors, de ce fait, les activités de compréhension et d'interprétation favorisent souvent cette réflexion sur un jugement moral qui va se nuancer peu à peu, ce qui ne veut pas dire que l'appréciation soit très importante dans le temps des séances. Au contraire, les activités appréciatives sont assez rares, généralement très ponctuelles, généralement assez distanciées aussi, moins subjective que objectivante. Le jugement moral, c'est pas finalement le jugement moral des élèves, c'est qu'est-ce qu'on peut retirer comme jugement moral du narrateur sur le texte lui-même ou de l'auteur sur le texte. Et donc les types de valeurs sont très peu déclinés, très peu déployés. Ça, c'est vraiment pour nous un des constats essentiels les plus importants de cette recherche, c'est qu'il y a vraiment trop peu de travail sur cette appréciation qui pour nous est pourtant un levier très très important de l'appropriation du texte et notamment de la fameuse participation psycho-affective de la lecture littéraire, trop peu présente selon nous dans les constats qu'on a pu faire. L'enseignant en revanche s'implique lui-même, plus qu'il n'implique les élèves. La subjectivité de l'enseignant est assez repérable dans plusieurs marques d'interprétation et d'appréciation. Il dit « Moi, j'ai bien aimé ce texte est super, qu'est-ce que vous en pensez ?» Ce genre de choses apparaît assez souvent, mais avec peu d'outils pour permettre à l'élève de se l'approprier lui-même. Alors, venons-en à la question, la troisième partie de notre recherche, qui est la question des relations qu'on a pu établir entre les données profs et les données élèves. Vous avez compris qu'on a recueilli les données profs après les données élèves, ce qui veut dire qu'on ne peut pas dire les élèves ont telle réponse parce que leurs enseignants font ça, quoique on peut estimer que les pratiques enseignantes qu'on a observées sont des pratiques dites ordinaires. En tout cas, c'est ce que feraient les enseignants, même s'ils n'étaient pas là, on l'espère. Et donc, les élèves sont quand même un peu influencés par la façon de travailler des enseignants. Ce qui est certain, c'est que nous pouvons voir si les enseignants, dans leur pratique, tiennent compte ou pas du niveau de leurs élèves que nous avons, nous, pu objectiver dans l'analyse des questionnaires. Alors, qu'est-ce qu'on constate d'abord d'un point de vue général, et on va se limiter à parler des classes françaises, puisque nous sommes dans un contexte français ici, on ne va pas vous parler du Québec et de la Suisse et de la Belgique. Et donc, on voit qu'au niveau 4 et 7, il y a une corrélation forte entre le travail de l'interprétation et les performances de compréhension. Ça veut dire qu'en fait, plus l'enseignant travaille l'interprétation, plus les élèves comprennent. Ou bien plus les élèves, plus il a affaire à des bons compreneurs, plus l'enseignant travaille l'interprétation. C'est plutôt ça qu'il faut dire, c'est que l'enseignant tient compte du niveau de compréhension pour ses élèves pour aller plus vite en interprétation, plus loin. Au niveau 10, on constate qu'il y a une corrélation entre le travail de l'interprétation et les performances d'appréciation. Autrement dit, quand il y a des élèves qui manifestent une capacité d'appréciation du texte, l'enseignant va plus loin dans le travail de l'appréciation. Aux 3 niveaux de l'interprétation, et aux 3 niveaux scolaires, on constate que les enseignants français, plus ils consacrent du temps à l'interprétation, plus leurs élèves sont performants en compréhension chez les plus jeunes et en appréciation chez les aînés. Donc il y a là des liens, vous le voyez quand même, entre le travail sur certaines compétences de lecture de la part des enseignants et le travail des élèves.
Il nous semble qu'on peut dire qu'à certains égards, les enseignants tiennent compte du niveau de leurs élèves. Vous allez voir que ça se renforce encore davantage dans ce qui va suivre. Et c'est peut-être aussi, ici on voit qu'il y a quand même un intérêt particulier des enseignants français sur le travail de l'interprétation, qui est plus fort que dans les autres pays quand on compare. Et cela nous semble peut-être à relier à la tradition française de l'explication de texte et à la place aussi de la subjectivité, qui suppose quand même une part de subjectivité interprétative dans les programmes de français. Alors, si on fait maintenant une comparaison plus fine, en tenant compte des élèves qui sont les plus en difficulté, et on se demande que font les enseignants dans les classes des élèves les plus en difficulté, versus les classes les moins en difficulté. Les plus en difficulté sont en bleu, les moins en difficulté, ceux qui réussissent le mieux dans le questionnaire, sont en rouge. Alors vous voyez d'abord que dans les classes de faibles compreneurs, eh bien, les enseignants travaillent davantage la compréhension. Dans les classes de forts compreneurs, ils la travaillent un petit peu moins, que ce soit au niveau 4, au niveau 7 ou au niveau 10. C'est bien le signe qu'ils s'adaptent quelque part aux difficultés de leurs élèves. Si les élèves sont faibles, les enseignants consacrent plus de temps à l'activité, à la compétence de lecture qui fait défaut. Dans les classes en difficulté de compréhension toujours, quel est le temps maintenant dévolu à l'interprétation? Alors là, c'est un peu la même chose. On voit que, enfin c'est l'inverse d'une certaine façon, c'est qu'avec des faibles compreneurs, eh bien, on travaille moins l'interprétation, on travaille plus l'interprétation avec les bons compreneurs, c'est la colonne de rouge chaque fois, hein, la colonne rouge, que ce soit au niveau 4, au niveau 7 ou au niveau 10. Donc quand un élève comprend difficilement, on ne lui donne pas trop de travail sur l'interprétation. Certains diront c'est logique, nous pensons, surtout si on sort un peu de cette vision étapiste justement, hein, qu'on a dénoncée au début de la formation entre interprétation et compréhension, il nous semble qu'au contraire, il serait intéressant qu'il y ait un peu d'interprétation aussi, travailler même avec les élèves qui sont en difficulté de compréhension, que ça pourrait peut-être les stimuler à donner plus de sens, plus d'intérêt au travail. En ce qui concerne maintenant les élèves qui sont en difficulté d'interprétation justement, eh bien on voit que ceux-là, ceux qui sont les plus en difficulté, ben, on passe quand même plus de temps avec eux sur la compréhension, tout niveau confondu, que sur l'interprétation. L'interprétation est beaucoup plus travaillée avec les élèves qui sont en facilité d'interprétation. Donc ça veut dire que plus les élèves interprètent déjà bien, plus les enseignants travaille l'interprétation. Ça veut dire qu'on favorise les plus favorisés à cet égard, si vous voulez. Et quand un élève est en difficulté d'interprétation, ben on va plutôt lui donner beaucoup de choses sur la compréhension. Donc vous voyez, c'est un peu le même problème que celui que j'évoquais tout à l'heure, vu autrement. On a l'impression que l'interprétation, on la travaille, mais avec ceux qui sont déjà capables de le faire, et avec ceux qui peut-être en auraient besoin, on ne la travaille pas trop. Les faibles interprètes sont fortement stimulés à comprendre, mais très peu stimulés à interpréter, à convoquer la culture. Idem pour les apports culturels, vous voyez, hein, ils ne sont pas trop travaillés avec les élèves en difficulté d'interprétation. Et cela vaut pour les 3 niveaux. Tout pays confondu, hein, ce n'est pas propre à la France, ceci. Nous en venons aux conclusions. Alors, quels sont les constats les plus saillants de cette recherche? C'est que vous voyez qu'il y a des difficultés, évidemment, hein, ça on s'attendait bien à ce que tout ne soit pas rose, liées aux 3 opérations, aux 3 niveaux. Du point de vue de la compréhension, on voit bien que, bien sûr, les difficultés diminuent au fil des niveaux, mais que des items continuent à être problématiques en ce qui concerne la psychologie des personnages, en ce qui concerne la perception de la tromperie. Vous avez bien vu avec Magali que c'était l'item qui faisait problème, alors que c'est évidemment le cœur du basculement du sens du texte. Les éléments de la fin du texte, d'une façon générale, sont moins compris, et ça, c'est très probablement un effet de la longueur du texte, qui faisait 8 pages, ce qui en soi n'est pas très long, mais pour certains élèves, c'est quand même considéré comme déjà une performance d'arriver à lire 8 pages, hein, même s'ils disposaient d'1 heure pour le faire. L'appréciation, vous l'avez compris, c'est un peu notre préoccupation aussi majeure, c'est qu'elle est très très peu mobilisée, quel que soit l'âge. L'interprétation quasi absente à 9 ans est peu diversifiée, quel que soit l'âge, et surtout travailler avec ceux qui la maîtrisent déjà, ce qui pour nous est un problème. Donc vous voyez qu'il y a quand même quelques petites interpellations, hein, j'espère un peu significatives, pour la formation des enseignants et pour le travail en classe. Les relations entre les opérations de lecture, on voit que autant nous avons plaidé pour qu'elles soient articulées, on voit qu'il y a de la porosité, mais une porosité qui n'est pas articulée. Hein, il y a un peu de flou, quoi. Les enseignants ne savent pas très bien eux-mêmes s'ils travaillent plutôt la compréhension, l'interprétation ou l'appréciation. Il nous semblerait important, non pas de les séparer de façon artificielle, mais de les articuler en se donnant des objectifs clairs pour le travail sur ces 3 opérations. Et donc, on voit que les enseignants, par ailleurs, du point de vue des
pratique de leurs élèves s'adapte à leurs élèves dans des sens divers. Avec les plus faibles compreneurs, ils travaillent beaucoup plus la compréhension. Avec les faibles interprètes, ils travaillent moins l'interprétation, ce qui peut sembler étonnant à certains égards, et moins l'apport culturel dont ces élèves auraient probablement beaucoup besoin. Et voilà, il y a peut-être là des choses qui s'expliquent du point de vue de la formation des enseignants, du point de vue de leur représentation. On a l'impression que la compréhension, c'est vraiment le Graal, il faut travailler là-dessus tout le temps. Et ben non, il n'y a pas que la compréhension. Et il y a également, me semble-t-il, la matière. Enfin, c'est évidemment le but de notre présence ici et de notre travail, matière à des réflexions sur l'accompagnement des pratiques enseignantes et la formation des enseignants. La suite de l'histoire, c'est que le livre que nous avons préparé pendant plus de 7 ans, ça fait un gros travail, un travail d'une équipe de 8 chercheurs, plus beaucoup de collaborateurs. Il est enfin maintenant sur les rails. Il est en train d'être fabriqué par les presses universitaires de Rennes. Et il y aura aussi, on l'espère, d'autres prolongements dans des interventions que nous allons faire, d'autres publications. Je suis justement en train de terminer avec des collègues en Belgique un petit ouvrage sur comment aider les élèves à apprécier les textes à tous les niveaux scolaires, depuis le préscolaire jusqu'à la fin du lycée. Et donc c'est un travail qui a été fait en communauté de pratique pendant 1 an l'année passée, sur la base notamment des constats qu'on avait déjà pu faire dans le travail de Gary. Et voilà, pour vous dire que je crois qu'il y a matière à encore faire évoluer les choses dans le bon sens, on l'espère, pour ce qui concerne les pratiques de lecture de nos élèves. Merci à vous. Merci. Alors, bien évidemment, vous avez droit à des questions. Ah oui, ça, c'est... Je m'en doutais un peu. Bonjour, je suis Hervé Niger, conseiller pédagogique. Vous êtes accompagné. C'est pas moi. Dans vos graphiques, si j'ai bien compris, c'est des valeurs absolues à gauche. C'est-à-dire 0, 10, 20, 30, 40, 50. C'est pas du temps. La graduation... Ça dépend de quel graphique vous parlez. Oui. Vous parlez de quel graphique? C'est 10% du temps, c'est pas 10 minutes. Quand on parle des enseignants, C'est ça, c'est le c'est 10%. pourcentage, bien sûr. Voilà. Oui. Quand on parle Tout à des fait. enseignants, oui. Est-ce qu'il n'y a pas un effet plomberie ou siphonnage? C'est-à-dire qu'effectivement, le temps n'est pas extensible. Non. Donc si on passe, j'ai bien compris qu'il fallait passer plus de temps à des activités d'interprétation. Mais du coup, ça vide la colonne Ah oui. compréhension, c'est bien ça. C'est Puisque bien ça. le temps n'est pas extensible. On ne peut pas Bien sûr, rajouter bien sûr. du temps Bien sûr. Absolument. aux autres compétences. Ça signifie que, voilà, vous êtes toujours Moins de en temps sur la position de compréhension. choix. Tout à fait. Et- Forcément, si on consacre plus de temps à l'interprétation dans la même séance, on va consacrer moins de temps à la compréhension. Il y a un effet de Regardez, donc, bascule. il y a actuellement, tout niveau confondu, ça c'est les résultats enseignants. Hein. C'est les résultats enseignants. Compréhension, interprétation, vous voyez que c'est quand même un gros 50% avec les plus jeunes, c'est quand même encore un gros 25%, la compréhension. Le temps d'interprétation, il pourrait être un peu plus important, et surtout c'est le temps d'appréciation qui nous fait problème en réalité. En fait je dirais que le temps d'interprétation, vous voyez qu'il est satisfaisant avec des élèves, satisfaisant, il n'y a pas de chiffre absolu pour dire c'est satisfaisant ou pas. On peut dire qu'il y a un temps substantiel qui est consacré avec les élèves les plus âgés. En revanche, et avec les plus jeunes, beaucoup moins, puisque là, c'est à peine en gros 10%. Donc peut-être avec des élèves de 9 ans, on pourrait aller un peu plus que vers 10% du temps consacré à l'interprétation. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut plus travailler sur la compréhension. C'est pas du tout ça qu'on est en train de dire. Mais un petit rééquilibrage. Et surtout, il nous semble que la question de l'appréciation tu as dit 10%, c'est pas 10%, c'est 5% qu'elle occupe dans le temps des séances. C'est pas assez, quoi. C'est vraiment c'est là que se joue l'appropriation personnelle par l'élève, la participation affective, l'expression du ressenti, des valeurs qu'on attribue au texte. Voilà. Mais vous avez raison, Ouais. Forcément, ça entraîne Mais moins de c'est sûr- temps c'est sûr que- consacré à la compréhension. C'est peut-être sur le temps autre. La dernière colonne, c'est peut-être sur le temps J'ai une autre. question subsidiaire, mais que les enseignants vont nous poser en formation. Comment on peut apprécier quelque chose qu'on ne comprend pas? C'est demander à un végétarien qu'est-ce qu'il pense, est-ce que le steak est bon, quoi. C'est ce qu'on a dit, c'est qu'effectivement l'appréciation dépendait de la compréhension, on est bien d'accord, c'est bien ce que nous avons dit. Mais est-ce que pour autant l'appréciation doit être tellement réduite alors dans certaines... Ici c'est une moyenne, ça veut dire qu'il y a beaucoup de leçons, elle occupe 0% des leçons dans certaines leçons.
Donc c'est un peu ça la question. Pour nous, en fait, ce qu'il faudrait interroger, c'est plutôt la partie droite du graphique. Hein. Vous voyez, la partie autre, c'est quand même pratiquement un quart des leçons où on fait autre chose. Il ne faut pas rentabiliser non plus chaque instant. Il peut y avoir des moments d'interaction un peu plus libres. Mais 25% du temps des leçons, on ne travaille pas vraiment la lecture elle-même. En même temps, je vais un peu compléter la réponse, monsieur. Les élèves québécois, parce que là on a travaillé sur l'échantillon français plus particulièrement, les élèves québécois sont les élèves qui, dans les performances que nous avons évaluées en tout cas, comprennent le moins bien des 4 pays. Et ce sont ceux qui apprécient le plus, c'est-à-dire qu'ils ont des compétences d'appréciation qui sont développées. Ça signifie qu'on est capable d'avoir un avis sur le texte, même si on n'a pas tout compris. On est capable de formuler une appréciation du texte pour peu qu'on soit entraîné à le faire, même si on n'a pas saisi tous les détails d'un texte. Vous voyez? Et peut-être qu'il y a un équilibre à trouver. Hein, voilà. Je voudrais ajouter une chose, c'est que concernant l'appréciation, il y a effectivement l'appréciation qui suppose la compréhension, vous avez entièrement raison, hein, l'appréciation la plus riche, la plus complète. Il y a aussi le simple fait de mobiliser plusieurs critères d'appréciation. Le critère cognitif, ça veut dire je comprends, j'apprécie parce que je comprends, ou je n'apprécie pas parce que je ne comprends pas, ne fût-ce que de permettre à l'élève, l'inviter à se situer là-dessus. C'est très important, beaucoup le font spontanément, mais beaucoup n'y sont pas du tout conscients et parvenus. Il y a le critère référentiel, j'apprécie ce texte parce que l'univers narratif ou les personnages, etc., qui sont présentés m'intéressent et que j'aime ce type d'univers. J'aime bien que ça se passe dans les îles du Pacifique, vous voyez, ce genre de choses. Le troisième critère, c'est le critère éthique. J'apprécie ce texte parce que la morale de l'histoire, l'évolution de l'histoire, ce que je peux en tirer comme leçon humaniste, sociologique ou idéologique m'intéresse. Et enfin, le critère esthétique, j'apprécie ça parce que je trouve qu'elle est bien construite, bien écrite. Parce qu'il y a du suspense. Il y a du suspense, voilà. Ces 4 critères-là ne nous paraissent absolument pas hors de portée des élèves. D'ailleurs, un bon nombre d'entre eux spontanément en mobilisent plusieurs. Mais ça mériterait vraiment d'être travaillé, à notre avis, beaucoup plus. Alors, une autre question de ce côté-là. Alors, Catherine Mariotti, conseillère pédagogique premier degré, ce n'est pas une question, c'est juste une petite remarque en écho à la remarque du collègue précédent. Effectivement, le temps n'étant pas extensible, il y a en revanche un paramètre sur lequel on peut jouer et qui permettrait de peut-être rééquilibrer toutes les activités consacrées à l'appréciation, à l'interprétation, sans pour autant délaisser la compréhension, bien sûr. Mais ce serait peut-être de réduire sur l'année le nombre de textes sur lesquels on travaille. Parce qu'effectivement, parfois on a l'impression qu'on privilégie la quantité au détriment de la qualité et de l'approfondissement. C'est exactement ce qu'on a dit quand nous avons effectivement plaidé pour qu'on diminue la pression évaluative. Il ne faut pas évaluer trop et trop vite. Il vaut mieux peut-être d'abord travailler en séance sur les différentes opérations de lecture. Oui, si on enlève ne serait-ce que le temps consacré à l'évaluation, ça laisse beaucoup de temps pour l'interprétation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas évaluer, hein, mais peut-être évaluer un petit peu moins. Oui. Je profite juste de ce silence pour dire que c'est souvent un des conseils que l'on donne dans une inspection à des collègues professeurs. Hein. C'est pas nous. Nous, on ne fait pas de bruit. C'est pas nous. Bonjour, je m'appelle Caroline Guiton et je suis professeure de lettres au collège. Et en fait, j'ai une question qui est une demande d'idée. Vous dites, dans les difficultés d'interprétation, elle repose aussi sur la difficulté d'enrichir le texte de sa propre culture. Et ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui dans ma pratique enseignante. C'est que justement, tout ce qui est... Alors vous en avez parlé sans doute dans la pratique de l'anthologie personnelle, avec de faire des liens, ou bien aussi, bon, je ne sais plus à quel moment, en tout cas ce rapport à la citation, en tout cas m'intéresse beaucoup pour les élèves. Et je remarque, et c'est pour ça que je précisais que j'étais professeure en collège, la difficulté des élèves à conscientiser leur propre culture. Comme on a souvent... je comprends rien au texte. Il y a aussi cette perméabilité à la doxa qu'il y a partout de ils savent rien, ils ont plus de culture, les jeunes d'aujourd'hui, etc. Et je trouve que c'est faux. Et c'est faux parce qu'ils ont subi les cours de français pendant des années, les miens aussi, hein. Ils ont subi des lectures cursives, ils ont subi plein de choses. Ils arrivent à l'entrée de 6e, ils connaissent super bien l'Odyssée et le Cheval de Troie, etc. Enfin, ils savent des choses, c'est pas vrai. Et je n'arrive pas
à les persuader qu'ils les savent, ça c'est psychologique affectif, mais surtout à ce qu'ils l'utilisent du coup. Et alors, est-ce que vous pouvez me dire comment je peux... Alors, je pense que l'une des possibilités, on a des exemples de verbatim, par exemple, où l'enseignant, effectivement, leur dit, mais finalement, il vous fait penser à qui, ce personnage-là? Et puis, on a un élève qui fait surgir, donc ce personnage qui cache à un moment son argent et sa montre dans le sable, parce qu'il dit, j'en ai pas besoin dans cette île, donc je le cache. Et puis après, il le ressort donc pour finalement acheter en quelque sorte les toiles. Et l'élève spontanément dit en classe, c'est Picsou. Et l'enseignante pourrait dire, ah ben non, pas du tout, rien à voir, mais elle lui demande, mais explique ce que tu veux dire par là. Et donc l'élève dit, bah oui, il fait comme Picsou, il s'assoit sur son tas d'or là, et puis il le cache, il veut pas qu'on le montre. Et effectivement, ça a été pour lui une clé d'accès au personnage que de mobiliser finalement cette figure qui appartient pas vraiment à la culture académique, mais qui pour autant était pour lui extrêmement utile pour cerner finalement la psychologie fine de ce personnage qui est finalement assez dissimulateur. Et donc, il nous semble que l'une des clés, c'est de favoriser les passages entre la culture informelle privée des élèves et la culture contemporaine des élèves et cette culture académique plus scolaire. Et si on fait circuler davantage les choses, et si on ouvre la classe à ces espaces de culture informelle, eh ben on autorise en quelque sorte les élèves à mobiliser ces ressources qui sont ce qu'elles sont, mais qui sont en tout cas des moteurs d'élucidation du sens. Moi, je voulais simplement, donc Martine Antoine, inspectrice de circonscription, par rapport à la compréhension, justement, on disait moins de textes, mais je pense que l'entrée aussi en réseau de lecture est une entrée aussi qui permet justement, qui permet aux élèves de rentrer dans l'interprétation. Et dans l'explicitation, c'est aussi important de leur montrer qu'ils connaissent ces textes-là, qu'ils ont travaillé, qu'ils ont construit une compréhension et de les réutiliser aussi de classe en classe. Parce que là, on parle du cycle 3, mais ça commence dès l'école maternelle. Dès l'école maternelle, ces enfants rencontrent des textes. Et très souvent, au niveau compréhension, lorsqu'on est dans les classes, lorsqu'on échange avec les enseignants, par exemple, le principe de la ruse, elle est donnée de fait. Mais en fin de compte, le concept n'est pas du tout construit. Et là, on arrive au regard de vos résultats, c'était très intéressant, c'est que là, au bout du compte, on a ces enfants qui ont grandi, qui ont le terme de ruse, mais qui n'ont pas saisi le concept en tant que tel. Et c'est vrai que moins de textes, comme le disait la collègue, mais des textes qui sont choisis et qu'on peut reprendre et qu'on amène les enfants à réinterpréter et comprendre qu'ils peuvent s'appuyer pour interpréter d'autres textes, là, on aura gagné. Oui, complètement. On est vraiment en total accord avec ce que vous dites. Hein. Ça rejoint un peu aussi la réflexion sur la mémoire didactique, le fait d'utiliser les autres textes déjà vus pour donner sens à celui qu'on lit et renvoyer aussi d'un texte vers d'autres textes. C'est vraiment cette idée de travail plus intertextuel en réseau, comme vous le dites. Et par ailleurs, c'est aussi l'importance du travail sur les stéréotypes qu'on a très brièvement évoqué tout à l'heure. Quand on identifie des stéréotypes dans un texte, ils servent à lire d'autres textes où les mêmes stéréotypes circulent. Ce sont des clés de lecture importantes, et pour l'interprétation tout particulièrement. Bonjour, moi j'avais une question concernant Pardon, Madame Collin, je suis professeure de lettres dans le secondaire. J'avais une question concernant la posture du professeur dans le débat interprétatif, parce que j'ai le sentiment que si qu'on force trop le sens, on réduit leur capacité, leur liberté à finalement à trouver leur place dans le texte, leur sens à eux. Et en même temps, si on reste trop en retrait pour l'avoir un peu expérimenté aussi, ils sont demandeurs en fait. J'ai le sentiment qu'ils ont un besoin de modélisation qui font qu'ils vont nous demander, mais alors vous, madame, c'est quoi la réponse, c'est quoi le sens du texte? Donc en fait, quelle doit être notre posture au vu de cette étude finalement? Alors, d'abord, je vais renvoyer à un atelier de cet après-midi qui va aborder cette question du débat interprétatif. Vous irez peut-être prolonger la réflexion que je vais simplement pointer avec vous. Apprendre la liberté interprétative, se sentir autorisé à interpréter et parfois de manière
très très personnel, ça prend du temps, ça exige une confiance, ça exige une habitude de travail avec l'enseignant, et il me semble qu'il faut persévérer, c'est-à-dire ne pas instaurer un débat interprétatif qui serait, dont les dés seraient déjà pipés, parce que sous prétexte que les élèves ont besoin d'accompagnement ou sont demandeurs, on fausserait finalement la nature même du débat interprétatif. Mais peut-être ils s'éduquent aussi par des petites activités ponctuelles, puis s'enrichir, etc., jusqu'à permettre aux élèves de gagner en autonomie. Finalement, l'autonomie, elle ne peut pas se décréter. Et puis, il me semble que la question que l'on pose et qui lance le débat interprétatif est absolument centrale. Et je crois que ça fait tout en réalité, et que l'efficacité, la productivité du questionnement premier est peut-être le gage d'une efficacité du débat interprétatif. Donc je pense qu'elle se rumine longtemps dans l'esprit du professeur. Voilà. Peut-être qu'on va poser la dernière question. Oui, c'est la dernière question, mettre du temps. Pour laisser un peu de place à nos collègues. Bonjour, alors c'est pas vraiment une question. Fabienne Wolf, j'enseigne la littérature au collège. Je voulais partager un constat qui m'a un petit peu fait avancer dans ma réflexion sur les liens entre compréhension et interprétation. J'enseigne dans un collège en réseau d'éducation prioritaire et j'ai dans ma classe de 3e un certain nombre d'élèves qu'on pourrait qualifier un peu de décrocheurs, qui sont très absents, qui n'entrent pas dans la lecture. On sent que l'effort pour eux est trop important, ils ne se procurent pas les œuvres, etc. Et j'ai remarqué que ces élèves-là, je pense à 2 élèves en particulier, quand ils sont présents lors d'activités plutôt dévolues à l'interprétation et à l'appréciation, sans avoir lu, ils sont très performants. C'est ça. Et ont des intuitions d'interprétation. Tout à fait. Ah, donc ils ne sont pas passés par l'étape de compréhension littérale du texte et je les ai vus même parce que j'ai pu les encourager dans leurs intuitions d'interprétation. Je les ai vus attraper le livre de leurs camarades après coup pour finalement aller jeter un coup d'œil quand même sur ce qui se disait là-dedans. Et valider très certainement leurs intuitions. Donc c'est vrai que ça fait réfléchir sur la chronologie des actions, ou tout au moins sur leur interaction. Et ça donne un peu d'espoir. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler les compréhensions avec ces élèves-là, bien entendu, mais ça montre qu'il y a une autonomie du travail possible sur les autres opérations. Et puis je vous renvoie aux travaux de Bertrand Gervais. C'est Bertrand Gervais, comment parler des œuvres que l'on n'a pas lues. C'est pas Bertrand Gervais. C'est Bayard, Pierre Bayard, voilà, Bayard. Pardon. Et donc, on est exactement là-dedans. Ce sont des compétences. Donc, oui, tout à fait. Je pense qu'ils en ont quelques-unes de réserve et peut-être il faut savoir les amener dans la classe. Ceux qui sont capables de ça, c'est qu'ils sont déjà bons lecteurs quand même, quelque part, évidemment. Ils n'ont peut-être pas compris cette œuvre-là, mais ils en ont quand même déjà compris suffisamment. En tout cas, ils ont des schémas peut-être issus des séries, issus d'autres choses, qui les amènent à avoir des clés d'entrée dans les textes. Ils ont déjà un peu de culture, quoi. D'où l'intérêt peut-être de ne pas trop séparer les tâches, mais vraiment d'expliciter le geste du professeur, qu'est-ce qu'il enseigne là à ce moment donné, et aussi la posture de l'élève en tant que lecteur. C'est-à-dire, alors on pourrait en parler pendant des heures, mais je vous remercie, on vous remercie vraiment très très sincèrement. Oui, reste là et on va laisser on aura l'occasion longuement dans les ateliers de reparler de tout ça.